had this crazy vision. No one, I mean, come on, Dad. Couldn't eat it. I waited for someone to come and fit you again. Fit you. One dumpling, please. Finima. Go! Let's see you stop. This could be the end. I've had you food for weeks, cookies, but you're my son. Again. That must have been quite a shock. With the weapon by my... If you really wanted to see the future. A Kung Fu warrior. It fought like a demon. Will you stop that? Get to that tower without being spotted by those wolves. I'm here to liberate the city and bring Shen to justice. Dans Kung Fu Panda 2, Po ne cherche plus seulement à devenir fort. Il est déjà le guerrier dragon, il combat aux côtés des 5 et il protège la vallée de la paix. Pourtant, dès que le masque d'un loup croise son regard, tout ce qu'il croyait avoir gagné vacille. Une image de son enfance revient sans prévenir. Une mère panda, une fuite dans la nuit, une séparation dont il ne possède aucun souvenir. Et au même moment, un seigneur Paon prépare une arme capable de faire taire le kung-fu dans toute la Chine. Le conflit du film tient dans cette rencontre. Shen veut effacer une prédiction en écrasant tout ce qui lui résiste. Po, lui, doit comprendre qu'on ne devient pas maître de soi en faisant disparaître son passé. La force qu'il cherche ne vient ni d'un titre, ni d'une nouvelle technique. Elle arrive lorsqu'il cesse de laisser une blessure qu'il ne comprend pas décider à sa place. L'histoire reprend dans une vallée qui semble avoir enfin trouvé son rythme. Po s'entraîne avec Shifu et les 5. Il court, tombe, improvise, mange trop vite, puis transforme son désordre en mouvement. Ce contraste reste au cœur de son personnage. Même après le premier film, il ne devient pas soudainement silencieux et impeccable. Il reste enthousiaste, bavard, maladroit par instants. Mais son corps a appris à suivre son imagination. Là où il rêvait autrefois de vivre parmi les héros, il fait désormais partie de l'équipe. Shifu voit pourtant une limite. Pour lui, Po connaît le kung-fu, mais il n'a pas encore trouvé la paix intérieure. Le mot paraît presque abstrait au début. Po l'entend comme une récompense lointaine, une posture mystérieuse réservée aux maîtres qui peuvent s'asseoir au sommet d'une montagne sans penser aux nouilles. Shifu lui donne pourtant une démonstration très simple, rester immobile au milieu du tumulte, ne pas laisser chaque bruit devenir un ordre. Po essaie. Une plume suffit à le distraire, puis une pensée de nourriture, puis une nouvelle blague. La scène est drôle, mais elle prépare exactement la faille que Shen exploitera sans même la connaître. Chez Monsieur Ping, la vie paraît plus rassurante. Le père adoptif de Po tient toujours son restaurant et il accueille le succès de son fils avec cette fierté fébrile qui le rend si touchant. Po est le guerrier dragon, oui, mais pour lui il reste aussi l'enfant qui devrait penser à l'avenir du commerce familial. Il veut lui transmettre le secret de la soupe, persuadé qu'un héritage se partage comme une recette précise. Po ne rejette pas son père. Il l'aime profondément. Il essaie seulement de concilier deux vies qui ont grandi à des vitesses différentes. Le fils d'un restaurateur et le guerrier chargé de défendre toute une région. Cette douceur est interrompue par une attaque loin de la vallée. Dans un village de montagne, une bande de loups recherche du métal. Ils ne viennent pas piller au hasard. Leur chef veut chaque objet utile à une fabrication plus vaste, et les villageois savent déjà qu'il ne s'agit pas d'un simple vol. Quand Po et les 5 arrivent, le combat retrouve le plaisir physique de la saga. Tigresse fonce avec une précision qui ne gaspille aucun geste. Singe joue de l'élan et de la surprise. Grue passe au-dessus de la mêlée. Vipère se glisse dans les ouvertures que les autres créent. Mante frappe là où personne ne l'attend. Po, lui, absorbe les chocs, dérange les plans des loups et trouve des solutions qui n'appartiennent qu'à lui. Il gagne l'affrontement. Mais une seconde suffit à changer la nature de cette victoire. Po arrache le casque d'un loup. Sous le métal, il aperçoit un emblème de Paon. Son attention se fige. Il voit alors, par fragments, une mère panda qui le serre contre elle, des soldats qui approchent, une caisse déposée au milieu de légumes. Rien n'est encore expliqué. Il ne sait même pas si cette mémoire lui appartient vraiment. Son corps, en revanche, réagit avant sa pensée. Il perd le rythme du combat et reste bouleversé par une image que personne autour de lui n'a vue. Le nom de Shen arrive peu après. Les loups ne récupéraient pas seulement du métal. Ils cherchaient des éléments pour une arme nouvelle. La menace vient de Gongmen City, une grande cité dirigée autrefois par les parents de Shen. Shifu reconnaît le danger immédiatement, car Shen n'est pas un adversaire qui voudra prouver qu'il maîtrise mieux le kung-fu.
Il prépare quelque chose qui rendrait cette maîtrise inutile. C'est une menace différente de Tai Lung. Tai Lung voulait un statut que Shifu lui avait refusé. Shen veut modifier les règles mêmes du monde en remplaçant le combat singulier par une puissance capable de détruire à distance. Les 5 doivent partir aussitôt vers Gongmen. Po ne reçoit pas une mission confortable. Il est lié à l'origine de la menace par ce souvenir brutal, mais il ne possède aucune réponse. Shifu voudrait le protéger de cette douleur, car il sait que la ville, Shen et les pandas disparus appartiennent à la même histoire. Pourtant, l'envoyer avec les autres est aussi une nécessité. Dans cette aventure, Po ne peut pas devenir stable en restant à l'abri de ce qui le désoriente. Avant leur départ, Shifu révèle un élément essentiel du passé de Shen. Celui-ci est né dans une famille royale de Paon, à Gongmen. Très jeune, il s'est passionné pour la poudre et pour les feux qui peuvent naître de simples étincelles. Ses parents espéraient que cette curiosité deviendrait un don utile à leur royaume. Mais Shen cherchait surtout à faire céder ce qui résistait. Une devineresse lui annonça qu'un guerrier noir et blanc mettrait fin à son règne. Shen n'a pas entendu un avertissement sur ses propres choix. Il a entendu une cible. Sa réponse fut terrible. Pour empêcher la prophétie, il lança ses loups contre les pandas. Ses parents l'exilèrent alors de Gongmen, écœurés par ce qu'il avait fait. Le film ne détaille pas la violence de cette attaque pour la transformer en spectacle. Il en garde surtout la conséquence. Une génération de pandas dispersés et un enfant confié à une caisse de radis parce que sa mère n'a plus le temps de le protéger autrement. Shen est ainsi persuadé qu'il a déjà vaincu le destin. En réalité, l'exil ne l'a pas corrigé. Il l'a enfermé dans une logique encore plus froide. Puisqu'il a été rejeté, il se croit autorisé à revenir avec une arme qui ne laissera plus personne lui dire non. Po entend ce récit sans savoir qu'il parle de lui. La devineresse a annoncé un guerrier noir et blanc. Mais cela pourrait désigner n'importe quel panda. Il ne se voit pas comme l'enfant d'une prophétie. Il se voit comme quelqu'un dont une douleur inconnue s'est mise à refaire surface au pire moment. Et c'est précisément ce qui donne de la force au film. La grande question n'est pas « Po va-t-il découvrir qu'il est spécial ?» Il l'est déjà, et le monde le sait. La question devient plus intime. Que vaut son identité de héros si une part de lui reste absente de sa propre histoire ? La route vers Gongmen transforme ce malaise en pression concrète. Les 5 veulent atteindre la ville avant Shen. Tigresse veut que la mission reste nette, presque militaire. Elle connaît Po depuis assez longtemps pour comprendre que ses plaisanteries cachent parfois une panique réelle, mais elle refuse de le laisser dériver quand des vies sont en jeu. Po, de son côté, essaie de faire comme si son souvenir n'avait aucune importance. Il change de sujet, parle trop vite, regarde ailleurs. Ce ne sont pas de grands discours sur le traumatisme. Ce sont de petits réflexes très lisibles. Plus la question se rapproche, plus il cherche à remplir l'espace. Pendant qu'ils avancent, Shen reprend sa ville. Il ne se contente pas d'entrer dans le palais familial pour réclamer le trône. Il utilise la peur, les loups et l'arme qu'il a construite en exil. Sa poudre, autrefois associée à des feux de fête, devient un moyen de conquête. Ce choix donne au film son image la plus nette. Un monde où les maîtres de kung-fu, dont les corps étaient la réponse à tous les dangers, se retrouvent face à une détonation qui traverse l'air plus vite que leur courage. Gongmen n'est donc pas seulement le lieu du dernier combat. C'est le point où les deux histoires se rejoignent. Shen y revient pour faire taire une prophétie. Po y arrive pour empêcher une arme. Entre eux, il y a aussi une mère absente, un père adoptif qui ignore presque tout de ce passé, et une ville dont les habitants vont devoir choisir s'ils laissent l'ancien héritier transformer la mémoire de leur royaume en machine de guerre. Quand Po et les 5 approchent enfin des portes, ils ne savent pas encore que le combat contre Shen leur demandera plus que de la vitesse ou du talent. Ils vont découvrir une arme dont aucun d'eux ne connaît la réponse, et Po devra regarder la source de sa peur au lieu d'attendre qu'elle disparaisse d'elle-même. La mission prend encore plus de poids parce que Po n'arrive pas dans une histoire vierge. Quelques années plus tôt, il cherchait seulement à être admis par les 5. Il connaissait leurs exploits par cœur, idéalisait leurs techniques et imaginait que le kung-fu résolvait tout à condition d'être pratiqué par les bonnes personnes. Son apprentissage lui a appris l'inverse. Chaque style a une limite, chaque victoire dépend d'une situation, et un groupe ne devient solide que lorsqu'il accepte les différences qui le composent. Cette leçon lui a permis de vaincre Tai Lung. Elle revient maintenant sous une forme plus brutale. Même l'équipe la plus talentueuse peut être dépassée par une arme et par un ennemi qui refuse les règles du combat. Shifu le ressent avant Po. Son propre parcours l'a rendu méfiant envers les certitudes trop nettes. Il avait voulu faire de Tai Lung le guerrier dragon, puis avait dû regarder son élève devenir quelqu'un qu'il ne savait plus arrêter. Face à Shen, il reconnaît une autre manière de confondre la force et la maîtrise. Il ne donne donc pas à Po une leçon de supériorité. Il lui demande de chercher un calme qui ne dépendrait pas de l'issue immédiate d'un combat. Le conseil est difficile à appliquer, mais il ne vient pas de nulle part.
Shifu a appris que le contrôle ne consiste pas à tout prévoir. Il consiste parfois à ne pas être détruit quand ce qu'on redoutait arrive quand même. Les 5, eux, constituent une réponse plus concrète à ce thème. Ils ne sont pas 5 copies d'un même héros. Tigresse frappe avec une précision frontale. Singe préfère l'angle inattendu. Grue analyse l'espace et donne aux autres une mobilité qu'ils n'auraient pas seuls. Vipère agit avec douceur, mais sa souplesse peut devenir une contrainte redoutable. Mante est minuscule, rapide et trop fier pour accepter que sa taille soit une limite. Po a passé le premier film à apprendre qu'il n'avait pas besoin d'imiter chacun d'eux. Dans le second, il apprend aussi que le groupe ne peut pas attendre de lui qu'il soit toujours la version joyeuse et disponible de lui-même. Cette préparation émotionnelle se glisse dans une aventure qui conserve volontiers le plaisir de la poursuite. En approchant de Gongmen, l'équipe doit contourner les contrôles des loups, passer par les reliefs et se déplacer assez vite pour que Shen ne puisse pas déplacer toute sa flotte. Les scènes ne s'attardent pas sur chaque détour, car le film comprend qu'un voyage de héros peut rester vivant lorsqu'il est guidé par un objectif simple. Arriver à la ville, trouver l'arme, arrêter son départ. Ce qui complique tout, ce sont les informations qui s'ajoutent à mesure qu'ils avancent. Shen possède déjà des canons, certains maîtres ont disparu, et Po ne peut pas compter sur son esprit au moment où il en aurait le plus besoin. La nature de l'arme mérite d'être regardée de près. Shen part d'une invention née pour les feux d'artifice, donc pour la lumière, le jeu et la célébration. Il décide de l'orienter vers la destruction. Le contraste n'a pas besoin d'être surligné par le récit. Il apparaît dans l'image même du paon qui aime la couleur, les cérémonies et les apparitions théâtrales, puis qui transforme ce goût du spectacle en démonstration de terreur. Shen ne déteste pas la beauté. Il l'utilise pour rendre son pouvoir plus écrasant. Ses navires, ses bannières et son palais ne sont jamais séparés de son ambition militaire. La ville de Gongmen porte le même contraste. Elle n'est pas décrite comme une forteresse sinistre de bout en bout. Ses rues, ses ponts, ses tours et son palais évoquent un centre vivant, avec une histoire antérieure au coup de force de Shen. Les loups ont imposé des barrages, mais ils n'ont pas pu effacer la mémoire des habitants. Cette présence silencieuse donne un sens à la résistance. Sauver Gongmen ne consiste pas seulement à empêcher une armée d'avancer. Il s'agit de rendre à la ville la possibilité de respirer sans que chaque ruelle soit contrôlée par les hommes de celui qui l'a hérité puis trahi. À Gongmen, Shen a déjà pris de l'avance. La ville s'est construite autour de traditions de kung-fu, de cérémonies et de maîtres respectés. Elle est maintenant tenue par des loups qui surveillent les ponts, les rues et le palais. Shen ne cherche pas l'adhésion de ses sujets. Il veut que chacun comprenne une chose. Les anciennes protections ne suffisent plus. Cette stratégie explique l'importance de la première confrontation avec Maître Rhinocéros foudroyant, le gardien de la ville. Rhino appartient à une génération qui a connu Shen enfant. Il n'est pas naïf sur la cruauté du paon, mais il conserve une confiance presque instinctive dans les règles qui ont longtemps organisé ce monde. Un maître entre dans une salle, désarme l'agresseur, protège les innocents, et la violence recule. Shen sait que cette logique lui est hostile. C'est pour cela qu'il ne répond pas à Rhino avec un duel. Il lui présente le canon. La scène se joue avec une brutalité sèche. Rhino avance pour défendre le palais. Il manie son arme avec la force d'un guerrier que rien ne semble pouvoir arrêter. Shen le laisse approcher, comme s'il voulait mesurer jusqu'où l'ancien monde croit encore à sa propre invulnérabilité. Puis le canon tire. Le choc tue Rhino et détruit, en un instant, l'assurance que les héros pouvaient s'en remettre à leurs méthodes habituelles. Le danger n'est pas seulement que Shen dispose d'une arme puissante. Il a compris comment transformer la distance en avantage et comment frapper avant que le courage ait le temps de devenir un geste. Quand Po et les 5 découvrent ce qui est arrivé, ils n'ont pas le loisir de s'arrêter longtemps. La perte de Rhino rend la mission plus claire, mais aussi plus inquiétante. Shen compte construire davantage de canons, puis les utiliser pour soumettre les autres provinces. Si les maîtres se présentent devant lui un par un, ils offrent exactement ce qu'il espère. Des cibles visibles, héroïques, mais dépassées par une arme dont ils n'ont pas encore compris la logique. Po entre dans la ville sous un déguisement qui lui permet de se rapprocher du palais. Le plan est fragile, joyeusement fragile même. Les 5 trouvent des façons de se fondre dans le décor, tandis que Po tente de jouer un rôle qui exige beaucoup plus de calme qu'il n'en possède. L'humour de la séquence ne gomme pas la menace. Il rappelle seulement que l'équipe ne devient pas soudainement sombre parce que l'enjeu augmente. Leur entente passe aussi par ces instants où chacun connaît la faiblesse des autres et continue tout de même d'avancer avec eux. Dans le palais, Po rencontre Shen pour la première fois. Le paon ne l'accueille pas comme un adversaire dont il faut tester la valeur. Il le regarde comme une anomalie. La prophétie parlait d'un guerrier noir et blanc. Shen a fait disparaître les pandas précisément pour ne jamais avoir à rencontrer ce visage. Voir Po vivant met à nu l'illusion qui lui a permis de vivre pendant des années.
Il pensait avoir réglé son problème par la violence. Or, la preuve de son échec se tient devant lui, parle trop fort et manque de faire tomber un décor entier. Shen réagit avec la même méthode que toujours. Il ne cherche pas à savoir qui est Po, ni ce qu'il veut. Il ordonne qu'on l'élimine. La prophétie l'a rendu incapable de voir le présent autrement que comme une menace. Po, lui, reste troublé parce que Shen semble reconnaître son origine avant lui. Cette asymétrie est douloureuse. L'homme qui a détruit sa famille sait plus de choses sur son passé que le héros lui-même. La tentative de sabotage tourne court. Les 5 détruisent une partie de l'atelier, mais Shen garde le contrôle du palais et fait enfermer les guerriers. Leur capture montre une autre limite de l'équipe. Ils savent vaincre dans l'espace ouvert, lorsque leurs styles complémentaires peuvent se déployer. Dans les couloirs étroits, entourés de gardes et séparés de leurs armes, la situation devient beaucoup moins favorable. Shen ne les a pas battus avec une technique supérieure. Il les a placés là où leurs qualités deviennent difficiles à utiliser. Ils sont conduits vers une tour-prison où d'autres maîtres sont déjà retenus. Là se trouvent Maître Bœuf et Maître Croc, 2 combattants assez importants pour avoir essayé d'arrêter Shen avant l'arrivée de Po. Ils portent les marques de leur défaite, mais leur présence évite au film de réduire le conflit à un seul héros contre une armée. D'autres ont compris le danger. D'autres ont résisté. Ils ont échoué parce qu'ils ont affronté le canon comme on affronte un adversaire de kung-fu, sans changer de stratégie. Maître Bœuf formule le problème sans détour. Shen possède une arme contre laquelle le kung-fu ne peut rien. C'est une phrase difficile à entendre pour Po. Il a passé toute sa vie à rêver de ce monde, puis tout le premier film a prouvé qu'il y avait une place pour lui. Maintenant, on lui dit que la force qu'il a définie ne suffit plus. Il répond naturellement par une idée de libération, par du mouvement, par une tentative de faire quelque chose tout de suite. Mais même lorsqu'il se libère grâce à l'ingéniosité et à la coopération, la question reste entière. Sortir de la prison n'équivaut pas à savoir gagner la guerre. Shen, pendant ce temps, prépare son prochain coup. Il ne veut pas seulement défendre Gongmen. Il veut transporter son armée et ses canons jusqu'au port, afin de lancer une conquête à l'échelle du pays. Son imaginaire est celui d'un pouvoir qui se déplace en ligne droite. Des ateliers vers les navires, des navires vers les villes, des villes vers un empire réduit au silence. Il ne supporte pas les détours, les souvenirs, les liens affectifs. Tout ce qui ne peut pas être contrôlé lui paraît dangereux. Une personne lui rappelle pourtant ce qu'il refuse de voir, la devineresse. Elle avait prédit son destin lorsqu'il était enfant. Elle n'est pas présentée comme une magicienne qui tire les ficelles du récit. Elle voit les tendances, elle parle avec une tranquillité qui exaspère Shen, mais elle ne force personne à agir. Shen a choisi le massacre. Shen a choisi l'exil plutôt que le changement. Shen a choisi de faire de la prédiction une excuse pour continuer. La devineresse lui propose encore une issue, non pas parce qu'il la mérite automatiquement, mais parce que renoncer à la violence reste possible tant qu'on la choisit. Cette proposition est insupportable pour lui. Shen confond la paix avec la défaite. Tout au long du film, il imagine qu'accepter une limite reviendrait à valider l'humiliation que ses parents lui ont infligée. Il ne comprend pas que ses parents l'ont chassé pour ce qu'il avait fait, non pour ce qu'il était. Cette différence aurait pu ouvrir une réparation. Shen la referme à chaque occasion parce qu'elle lui demanderait de regarder son propre crime sans le transformer en malédiction venue de l'extérieur. Po vit la situation inverse. Lui aussi a été marqué par un événement qu'il n'a pas choisi. Mais il ne connaît même pas encore tous les faits. Sa confusion pourrait le rendre violent ou le pousser à définir toute son existence par la perte. À ce stade, il fait plutôt l'inverse. Il évite. Chaque fois qu'une image de sa mère surgit, son esprit se coupe du présent. Shen peut manipuler ses ennemis par la peur. Le souvenir, lui, paralyse Po parce qu'il reste sans mots. Tigresse voit cette paralysie pendant une confrontation près du palais. Elle est celle qui porte le plus facilement le poids de la mission. Elle a elle-même grandi sans une enfance simple, sous la discipline de Shifu et la nécessité de se contrôler. Pourtant, le film ne transforme pas son passé en explication complète de ses gestes. Ce qui compte ici, c'est son choix immédiat. Elle comprend que Po est blessé, mais elle ne peut pas laisser toute l'équipe tomber avec lui. Elle lui demande de rester prêt. Il promet qu'il le sera. Puis l'apparition de Shen et de ses loups déclenche une nouvelle vision, et Po n'arrive plus à se battre. Le résultat est humiliant pour lui, surtout parce qu'il survient devant ceux qui lui font confiance. Po n'est pas vaincu par une faiblesse physique. Il est absent au moment où les autres ont besoin de lui. Shen s'échappe, le port se rapproche, et l'équipe comprend qu'elle n'a plus beaucoup de temps. La mission ne peut plus se limiter à détruire un atelier. Il faut empêcher la flotte de quitter Gongmen. Cette idée paraît évidente une fois formulée, mais elle oblige les héros à revoir tout ce qu'ils viennent de faire. Détruire l'atelier aurait été une victoire locale. Moins de canons, moins de production, un délai pour la ville. Le port révèle que Shen a déjà pensé à cette perte possible.
Il ne mise pas sur un seul lieu ni sur une seule machine. Son projet est un système. Les loups obtiennent le métal, les ouvriers assemblent les armes, les navires les transportent et la peur empêche les habitants de s'organiser. Pour le vaincre, il ne suffit plus de frapper son centre. Il faut déséquilibrer le système au moment où il se met en marche. Maître Bœuf et Maître Croc avaient tenté une réponse plus traditionnelle. Leur expérience donne de la gravité à la réplique sur l'impuissance du kung-fu face au canon. Ils ne sont pas des maîtres faibles. Ils ont une présence qui laisse comprendre qu'ils ont longtemps défendu Gongmen. Mais Shen les a forcés à choisir entre avancer vers le danger ou protéger les personnes autour d'eux. Cette contrainte est l'une des armes les plus efficaces d'un tyran. Il ne cherche pas seulement à vaincre les combattants. Il organise la situation de manière à ce que leur sens de la protection devienne une vulnérabilité. Po réagit à cette leçon avec une impatience qui lui ressemble. Entendre qu'il n'existe peut-être pas de solution lui est presque impossible. Dans le premier film, les autres avaient attendu un parchemin secret, un signe ou une révélation extérieure. Po avait découvert que la réponse dépendait de ce qu'il était déjà. Ici, l'histoire ne répète pas simplement cette idée. Elle lui demande de regarder plus profondément. Sa réponse ne sera pas une ressource cachée dans son corps. Elle sera une manière de se tenir face à la peur, puis de voir une possibilité physique que les autres ne voient pas encore. La sortie de la tour-prison montre ce que l'équipe sait encore faire lorsqu'elle travaille ensemble. Les chaînes, les murs et les gardes donnent aux personnages une série de contraintes précises. Chacun doit créer quelques secondes de liberté pour le suivant. Le film n'a pas besoin de s'arrêter pour expliquer leur coordination. Le mouvement la rend lisible. Une corde devient une trajectoire. Une cellule devient un point d'appui. Un garde trop sûr de lui devient une ouverture. Po participe avec sa façon de transformer un accident en avantage, tandis que les autres empêchent cet accident de les emporter tous. Cette fuite possède aussi un prix. Elle confirme à Shen qu'ils représentent une menace et elle accélère ses préparatifs. Il n'attend plus une confrontation cérémonieuse dans son palais. Il se dirige vers les navires, là où la ville ouverte et l'eau donneront davantage d'espace à ses canons. À partir de ce moment, le temps du film se resserre. Les héros savent ce qu'il faut empêcher, savent où cela aura lieu, mais n'ont toujours pas trouvé comment répondre au tir lui-même. Po est alors tenté de traiter le problème comme il traite son malaise, par une accélération. Il parle d'un plan avant de disposer d'un plan, veut éviter de dire à quel point il est perturbé et cherche le prochain geste qui lui donnera l'impression d'avancer. Tigresse repère le danger. Sa discipline peut paraître dure, surtout face à quelqu'un qui souffre, mais elle est aussi une façon de refuser le mensonge. Elle ne demande pas à Po d'aller bien. Elle lui demande de ne pas prétendre qu'il est prêt lorsqu'il ne l'est pas. Leur relation gagne en densité dans cette tension. Po admire Tigresse depuis longtemps. Il a d'abord projeté sur elle une image de perfection, puis a appris à travailler avec elle. Tigresse a fini par voir dans ce panda imprévisible autre chose qu'une distraction imposée par Shifu. À Gongmen, ils ne peuvent pas se protéger par l'humour. Elle est inquiète pour lui, mais elle ne peut pas assumer à sa place la question qu'il refuse de regarder. Lui veut être à la hauteur de sa confiance, mais cette volonté même rend sa panique plus douloureuse. Quand Tigresse part affronter Shen seule, la décision n'est donc pas simplement une initiative héroïque. Elle accepte que le groupe n'a plus le temps d'attendre la guérison de Po. Elle veut provoquer une rupture nette. Éliminer Shen avant que la flotte ne quitte le port. C'est une décision risquée, mais rationnelle dans l'urgence. Elle révèle aussi quelque chose de son propre rapport à la mission. Tigresse croit aux actions précises, aux objectifs qu'on peut atteindre si l'on contrôle assez bien son corps et son environnement. Shen lui apprend, brutalement, qu'un ennemi peut toujours déplacer la bataille vers un endroit où cette compétence ne suffit plus. Après le tir du canon, Po ne voit pas seulement une amie blessée. Il voit l'effet concret de son absence. Les autres n'ont pas échoué parce qu'ils manquaient de talent. Ils ont dû combler l'espace qu'ils laissaient vide. Cette culpabilité le pousse vers Monsieur Ping, mais il serait faux de dire que la réponse vient seulement de la honte. Po retourne chez lui parce qu'il comprend enfin que son blocage possède une histoire. S'il veut revenir utilement, il doit cesser de la contourner. Son trajet vers la vallée de la paix crée l'un des rares moments où le film autorise la solitude sans la transformer en retrait définitif. Les montagnes et les chemins ne sont pas là pour produire une image de sagesse facile. Ils ralentissent le rythme pour que la question puisse être posée. Qui est Po avant le guerrier dragon? À quel moment sa vie a-t-elle commencé? Et que signifie aimer un père qui n'a pas toutes les réponses? Ces questions restent simples dans leur formulation, mais aucune attaque ne peut y répondre à sa place. Pour y parvenir, Tigresse prend une décision qui semble simple. Elle partira seule tuer Shen. C'est une réponse cohérente avec sa personnalité, mais elle contient le même piège que les autres combats. Elle veut supprimer la source du danger par une attaque directe, avant que le canon ne puisse prendre sa place dans l'affrontement.
Les autres ne l'approuvent pas vraiment. Ils savent qu'elle est la plus capable de mener ce geste. Ils savent aussi que Shen l'attend presque. Po assiste à ce départ avec un mélange de culpabilité et d'impuissance. Il voudrait la suivre, mais il n'a toujours pas retrouvé son propre équilibre. Le film ralentit alors légèrement. Après avoir montré la puissance de l'arme et le poids de la ville occupée, il laisse apparaître la vraie bataille de Po. Avant de sauver Gongmen, il doit devenir capable de rester présent lorsque son passé revient le chercher. Tigresse retrouve Shen dans les ruines d'un ancien palais. Il l'attend près de ses canons, entouré de gardes. Elle ne vient pas négocier. Elle traverse les loups avec une efficacité qui confirme pourquoi les autres acceptaient qu'elle tente l'impossible. Mais Shen ne cherche jamais à l'affronter là où elle est forte. Il la fait avancer dans un espace calculé, garde la distance, puis laisse le canon parler. Tigresse survit, mais elle est blessée et rejetée hors du combat. La scène ne sert pas à diminuer sa valeur. Au contraire, elle prouve que le courage individuel, même exceptionnel, ne suffit pas quand l'ennemi a changé la nature du terrain. Quand Po la retrouve, elle lui demande de ne pas s'arrêter pour elle. La flotte de Shen doit bientôt partir. Il reste une fenêtre, étroite, pour empêcher le départ. Po hésite encore. Il voit Tigresse blessée, il sent que l'équipe attend un chef, et les images de son enfance continuent de lui couper le souffle. La mission avance dans une direction, son esprit dans une autre. Il ne peut plus faire semblant que ces deux choses sont séparées. Les 5 descendent vers le port sans lui. Leur plan consiste à s'introduire sur les bateaux, saboter les canons et empêcher Shen de sortir de la baie. La situation est presque désespérée, mais ils ne renoncent pas. Gru transporte les autres au-dessus des murailles. Singes, vipères et mantes se déplacent dans les cordages. Chacun cherche à créer une brèche. Leur action conserve l'inventivité des combats précédents, avec un enjeu plus dur. Ils ne se battent pas pour gagner une scène. Ils se battent pour acheter du temps à une ville entière. Po reste sur le rivage, incapable de suivre. C'est le point le plus douloureux de son parcours, parce qu'il ne peut plus accuser une attaque surprise ou un plan défectueux. Il doit reconnaître que la peur est en lui. Les images de sa mère ne sont pas seulement un mystère à résoudre après la bataille. Elles déterminent déjà ses gestes, ses absences, sa manière de se voir. S'il se jette dans le combat sans répondre à cela, il risque surtout de devenir un poids supplémentaire pour les autres. Il retourne alors vers la vallée de la paix. Ce choix pourrait ressembler à une fuite, et lui-même le vit d'abord ainsi. Il quitte une guerre au moment où chacun devrait se battre. Mais son trajet jusqu'à M. Ping produit une réponse plus nuancée. Po ne part pas chercher une excuse. Il part chercher les faits que personne ne lui a donnés. Pour être présent à Gongmen, il doit enfin demander d'où il vient. M. Ping le reçoit avec son affection habituelle, puis comprend immédiatement que quelque chose est différent. Po ne vient pas parler de nouilles ou raconter une victoire. Il veut savoir comment il est arrivé dans sa vie. Son père adoptif hésite, non parce qu'il veut tromper son fils, mais parce qu'il a passé des années à craindre que cette question finisse par éloigner Po de lui. Cette peur est très humaine. Monsieur Ping a construit une famille autour d'un enfant trouvé, et l'idée qu'une origine inconnue puisse reprendre toute la place le rend fragile. Il finit pourtant par dire la vérité. Il a trouvé Po bébé dans une caisse de radis devant son restaurant. Il ne sait pas qui l'a déposé là. Il ne sait pas ce qui est arrivé avant. Il se souvient seulement d'un enfant qui avait besoin d'être nourri, protégé, puis aimé. Il a choisi de devenir son père avant d'avoir une histoire complète à lui offrir. Le film ne présente pas cette révélation comme un effondrement de leur lien. Elle révèle plutôt sa nature. Monsieur Ping n'est pas le père de Po parce qu'il partage sa biologie. Il l'est parce qu'il a fait un choix durable, répété chaque jour, même quand il avait peur de perdre son fils. Po écoute cette réponse avec tristesse, mais aussi avec une forme de soulagement. Il ne découvre pas le nom de ses parents. Il n'obtient pas une carte menant à son village. En revanche, il cesse de croire que l'absence de réponse rend son histoire vide. Sa vie a commencé dans une perte, oui. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Monsieur Ping n'a jamais remplacé cette perte par un mensonge cruel. Il lui a donné une maison, un métier, une manière de rire, et la liberté de devenir quelqu'un d'autre que l'enfant abandonné dans une caisse. Ce moment prépare le véritable sens de la paix intérieure. Po ne peut pas la trouver en effaçant l'image de sa mère. Il ne peut pas non plus la trouver en se persuadant que son passé n'a pas d'importance. Il doit tenir ensemble 2 vérités. Ses parents pandas ont existé, et M. Ping est réellement son père. La première ne diminue pas la seconde ne répare pas entièrement la première. La maturité du film se trouve dans cet espace, où une famille choisie reste authentique même lorsqu'une origine perdue revient demander à être reconnue. Le dialogue avec M. Ping fait également revenir un élément plus léger du début, le secret de la soupe. Le père de Po avait toujours présenté cette recette comme une tradition capable de passer d'une génération à l'autre. Po l'entendait parfois comme une pression amusante, parfois comme le signe que M. Ping avait peur de le voir partir vers une vie trop grande pour le restaurant.
À ce stade, la recette cesse d'être seulement une blague familiale. Elle devient la preuve qu'un héritage ne se réduise pas au sang. Il existe aussi dans les habitudes, les gestes répétés, les histoires racontées à table et les personnes qui restent lorsque tout le reste manque. Cette idée ne simplifie pas l'adoption. Monsieur Ping ne possède aucune réponse sur la mère de Po, et c'est précisément ce qui rend son rôle honnête. Il ne prétend pas qu'il peut combler chaque absence. Il reconnaît, avec maladresse mais sans détour, qu'il a peur. Cette fragilité lui permet de ne pas devenir un personnage parfait chargé de délivrer une leçon. Il est un père qui a aimé un enfant trouvé, qui a construit autour de lui une vie entière, et qui doit maintenant accepter que cet enfant cherche une histoire dont il ne fait pas partie. Po, de son côté, n'a pas à prouver sa gratitude en renonçant à cette recherche. Le film lui accorde ce droit sans mettre sa loyauté en doute. Il peut demander qui étaient les pandas, ce qu'ils ont vécu et pourquoi il a été caché. Il peut aimer Monsieur Ping et ressentir une douleur immense pour une mère qu'il ne connaît qu'à travers quelques images. Cette coexistence donne au récit une vérité émotionnelle que les récits de filiation évitent parfois. Une origine découverte ne corrige pas une enfance. Une enfance heureuse ne supprime pas le besoin de connaître son origine. Lorsque Po revoit la fuite de sa mère, le film choisit un point de vue très précis. Il n'observe pas l'événement de l'extérieur comme une chronique historique. Il le vit à hauteur d'enfant, par impression. La course, les arbres, les loups qui approchent, la respiration de celle qu'il porte, puis l'étroitesse de la caisse. Ce choix rend le souvenir assez concret pour être compris, sans prétendre donner toutes les informations. On ne sait pas exactement ce que sa mère devient après avoir poussé la caisse. On sait le choix qu'elle a pris à cet instant. Et c'est le seul élément dont Po a besoin pour cesser de se croire rejeté. La différence entre abandon et séparation est fondamentale. Un abandon parle d'un lien refusé. La séparation de Po est au contraire une tentative désespérée de protéger ce lien dans un monde devenu dangereux. Sa mère ne peut pas rester avec lui sans risquer de le faire tuer. Elle ne peut pas lui expliquer sa décision. Elle choisit donc une action qui sera douloureuse pour tous, mais qui laisse une possibilité de futur. Le film ne romantise pas cette situation. Il ne transforme pas la caisse de radis en objet merveilleux. Il garde le poids de ce geste. Un parent doit lâcher son enfant parce qu'il n'a pas d'autre moyen de le sauver. Pour Shen, cette scène est une conséquence de sa décision première. Il voulait éviter le guerrier noir et blanc. En attaquant les pandas, il a produit les conditions qui ont permis à Po de survivre hors de sa communauté, d'être recueilli par Monsieur Ping, de devenir le guerrier dragon et de revenir à Gongmen. Le mécanisme est cruel, mais il est aussi très clair. Shen ne tombe pas dans la prophétie comme dans un piège posé par quelqu'un d'autre. Il construit lui-même la route qui y mène parce qu'il répond à la peur par une violence plus grande. La devineresse est importante dans cette différence. Shen la traite comme si elle avait créé son destin par ses paroles. Elle rappelle au contraire qu'elle a décrit une possibilité et qu'il a choisi de la combattre par le massacre. Avec Po, elle adopte une autre posture. Elle ne lui dit pas qui il doit devenir. Elle lui offre l'espace nécessaire pour regarder son souvenir sans s'en détourner. Les deux rencontres définissent son rôle. Elle n'ordonne pas l'avenir. Elle oblige chacun à voir ce qu'il fait de ce qu'il croit savoir. La paix intérieure de Po devient alors moins mystique qu'elle n'en avait l'air. Shifu l'avait enseigné dans le calme d'une séance d'entraînement. La devineresse l'a fait naître au milieu d'une mémoire insupportable. Dans les deux cas, il s'agit de ne pas confondre une sensation immédiate avec une vérité totale. Un bruit, une image ou une peur peut être réel. Il n'a pas forcément le droit de commander toute la personne qui le ressent. Po apprend à laisser l'émotion circuler sans la nier, jusqu'à ce qu'il puisse revenir au présent. Cette évolution explique pourquoi il peut enfin repartir. Il ne quitte pas Monsieur Ping avec toutes les réponses. Il part avec quelque chose de plus utile pour le combat qui l'attend. Une histoire qu'il n'a plus besoin de fuir. Le port est toujours menacé. Tigresse est toujours blessée et Shen possède encore ses navires. Rien n'a changé à l'extérieur. Mais Po sait maintenant que son passé ne le rend pas incomplet. Il lui donne une blessure, une mémoire, une dette d'amour. Il ne lui retire pas la possibilité d'agir. Avec cette compréhension, Po retourne vers Gongmen. Il ne revient pas muni d'une nouvelle arme ni d'une information tactique. Il revient plus entier. La différence se voit dans son rythme. Il ne parle plus pour éviter le silence. Il regarde la route, accepte les fragments de mémoire lorsqu'ils apparaissent, et les laisse devenir une partie de lui plutôt qu'un coup porté contre lui. Sur le chemin, il rencontre la devineresse. Elle n'est plus au palais, parce qu'elle choisit de ne pas rester prisonnière de Shen. Elle accueille Po sans surprise. Elle sait qui il est et elle connaît le drame qui l'a conduit jusqu'ici. Mais, là encore, elle ne lui livre pas une leçon magique qui réglerait tout. Elle lui demande de regarder le souvenir jusqu'au bout. Po revoit alors la nuit de son enfance. Shen a lancé les loups contre les pandas. Sa mère le prend dans ses bras et court. Elle ne peut pas gagner par la force. Elle trouve une caisse de radis. Y cache son enfant.
puis pousse la caisse vers une route qui l'éloigne du danger. Le souvenir ne se termine pas par une réponse confortable. Po ne voit pas le destin complet de sa mère. Il comprend seulement ce qu'elle a fait dans cet instant. Elle a choisi sa survie. Cette précision change tout. Po avait vécu ces images comme une preuve qu'il avait été laissé derrière. Il peut maintenant les comprendre comme une transmission. Sa mère ne l'a pas abandonné parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle l'a séparé d'elle parce que l'amour, dans cette situation, prenait la forme la plus douloureuse. Donner à son enfant la chance de vivre ailleurs. Cette relecture ne retire pas la peine. Elle la rend supportable parce qu'elle lui donne un sens qui ne l'accuse plus. La devineresse lui dit, en substance, que le passé ne peut pas être changé, mais que la manière dont on le porte peut l'être. Chez Po, cette idée devient immédiatement physique. Il ferme les yeux, respire, puis reste calme devant l'image qui l'effrayait. La paix intérieure n'est donc pas une absence de douleur. C'est la capacité de ne plus être entraîné par elle à chaque fois qu'elle revient. Shen refuse exactement cette possibilité. Il a lui aussi un passé avec ses parents, une blessure d'exil, une prédiction qui l'a obsédé. Mais il veut modifier le monde pour ne jamais avoir à modifier son rapport à cette blessure. Po et Shen deviennent alors deux réponses opposées à une même tentation. Laisser l'origine décider du reste de la vie. Shen répond par la domination. Po répond par l'acceptation, puis par l'action. Cette décision arrive juste à temps, car au port les 5 ont besoin de lui. Leur sabotage a créé du désordre, mais ils sont maintenant pris au piège sur la flotte. Des canons sont prêts, les loups referment les accès et Shen peut encore quitter la baie. Po atteint les quais alors que la bataille passe d'un plan à l'autre, des toits au cordage, des embarcations aux remparts. Il ne revient pas pour raconter ce qu'il a appris. Il revient pour le mettre à l'épreuve. Le port est l'endroit idéal pour comprendre la méthode de Shen. L'eau lui donne un axe de fuite, les bateaux lui permettent de déplacer ses armes, et la proximité des maisons rend chaque tir plus menaçant. Il ne s'agit plus d'un duel dans une cour fermée, où le gagnant peut être identifié au dernier coup. La bataille s'étend. Les personnages doivent surveiller les canons, les gardes, les navires qui prennent de la vitesse et les personnes coincées sur les quais. Cette multiplication des directions fait monter la tension sans avoir besoin d'un compte à rebours annoncé à voix haute. Les 5 arrivent séparément sur les bateaux, ce qui donne à chacun une fonction lisible. Gru utilise sa capacité de vol pour franchir les espaces que les autres ne peuvent pas atteindre. Vipère se faufile entre les gardes et les mécanismes. Singe profite des cordages et de la hauteur pour déplacer l'équilibre d'une embarcation. Mante, presque invisible au milieu des installations, peut toucher les points précis que les adversaires négligent. Tigresse, malgré sa blessure, concentre l'énergie de l'équipe lorsqu'une action demande une décision nette. Le film ne distribue pas des poses héroïques par obligation. Il utilise leurs corps différents pour fabriquer des réponses différentes au même espace. Po les rejoint avec une hésitation qui a disparu, mais sans arrogance. Il ne débarque pas en annonçant qu'il a enfin compris l'univers. Il regarde d'abord ce qui est en train d'arriver. Cette discrétion compte. L'arc intérieur ne transforme pas son personnage en maître impassible. Il lui rend simplement son attention. Po peut de nouveau écouter une alerte, voir une ouverture, reconnaître le danger d'un tir et tenir compte de ses amis au lieu d'être emporté par l'image qui surgit dans sa tête. Shen essaie de ramener la bataille sur un terrain psychologique. Il connaît l'origine de Po et il sait que cette origine a laissé une marque. Il utilise donc les pandas comme une menace, comme si l'horreur commise autrefois lui donnait un pouvoir permanent sur celui qui a survécu. C'est un dernier calcul faux. Shen pense que connaître une blessure donne le droit de l'actionner à volonté. Po prouve qu'une blessure regardée en face cesse d'être un bouton entre les mains de l'adversaire. La mise en scène du combat renforce ce renversement par le rapport entre bruit et silence. Les tirs de canon sont lourds, abrupts, conçus pour interrompre toute possibilité de réponse. Quand Po atteint son état de calme, le film ne fait pas disparaître ce bruit. Il crée autour de lui une précision nouvelle. L'eau, les éclats, les trajectoires et les respirations deviennent perceptibles. Dans un récit d'action, cet instant pourrait n'être qu'un pouvoir supplémentaire. Ici, il représente une compétence émotionnelle traduite en gestes. Rester assez calme pour voir ce que le chaos cherche à cacher. Po ne bloque pas les boulets comme une muraille. Il les reçoit en mouvement. Il les accompagne, tourne avec eux, puis leur donne un autre départ. Cette différence est essentielle. Bloquer l'énergie de Shen reviendrait à répondre à sa logique par une force supérieure. La rediriger revient à refuser cette logique. Shen a fondé son pouvoir sur l'idée que tout mouvement doit suivre la direction qu'il impose. Po démontre que même une force lancée avec violence peut changer de route quand quelqu'un comprend son rythme. Les premiers retours de boulet ne détruisent pas seulement du métal. Ils font tomber l'illusion d'invincibilité de Shen. Ces loups ont été loyaux tant que le canon créait une différence absolue entre eux et les maîtres. Quand les canons explosent les uns après les autres, le pouvoir du paon apparaît pour ce qu'il est.
une organisation construite sur la peur, et non une autorité capable de tenir lorsque cette peur échoue. Les gardes ne deviennent pas soudainement bons. Ils perdent simplement le dispositif qui leur donnait l'avantage. L'équipe profite de cette rupture sans que la scène oublie le risque. Une explosion peut encore atteindre les quais. Un canon intact peut encore tirer. Shen dispose toujours d'un navire, de ses lames et d'une rage qui le rend imprévisible. Poe avance pourtant parce qu'il a accepté une idée difficile. Être en paix ne garantit pas qu'il sortira indemne. La paix lui donne la liberté de faire ce qui doit être fait, même lorsqu'il ne contrôle pas tout ce qui suivra. Ce point éclaire aussi le rôle de Tigresse dans la fin. Elle avait essayé de résoudre la situation par un geste solitaire, puis a été blessée. Au port, elle agit de nouveau, mais elle le fait dans un ensemble. Sa force est toujours présente, simplement reconnectée à celle des autres. Le film ne demande pas qu'elle renie son caractère. Il montre qu'une compétence devient plus utile lorsqu'elle accepte l'appui d'un groupe. Poe vit le même apprentissage, sous une autre forme. Il ne doit pas porter seul sa naissance, son passé ou la victoire. Shen, lui, se retrouve progressivement seul sur son propre navire. Ce n'est pas parce que personne ne l'a jamais suivi. Il a des loups, des ouvriers et des soldats. Mais tous ces liens sont fondés sur la peur ou l'utilité. Il ne leur donne aucun espace pour le contredire. Quand sa stratégie se fissure, il n'a autour de lui ni un père à qui parler, ni une équipe capable de lui dire la vérité, ni une relation qu'il aurait préservée au-delà de son ambition. Cette solitude n'excuse rien. Elle rend simplement visible le prix de la manière dont il a décidé de régner. Le dernier acte commence ainsi avec une règle nouvelle. Le canon reste aussi dangereux qu'avant. Shen reste aussi déterminé. Les 5 restent encerclés. Ce qui a changé, c'est la présence de Poe. Quand un coup de feu éclate, il ne se perd plus dans le souvenir. Il voit l'onde, le mouvement de l'eau, la trajectoire possible. La paix intérieure ne le retire pas du monde. Elle lui permet enfin de le regarder assez clairement pour agir. Sur les quais, la première urgence consiste à retrouver les 5. Les loups ont réussi à les enfermer et Shen garde la maîtrise de ses navires. Poe se déplace entre les structures du port avec une énergie nouvelle. Il reste inventif, il reste parfois improbable, mais son improvisation n'est plus une fuite. Elle répond à ce qu'il voit. Il utilise les éléments autour de lui, détourne les gardes et rejoint ses amis au moment où le plan de Shen semble presque achevé. La libération de l'équipe ne résout pas le problème des canons. Elle rend seulement possible une dernière tentative collective. Singes, grues, vipères et mantes s'occupent des cordages, des mécanismes et des gardes. Tigresse, encore affaiblie, refuse de rester de côté. Poe reçoit le rôle le plus risqué. Attirer Shen, trouver comment approcher l'arme et empêcher le tir qui pourrait détruire les bateaux autour de lui. Shen voit son retour avec une irritation qui dépasse la stratégie. Il a fait tuer les pandas pour ne plus avoir à affronter la prophétie. Il a exilé les maîtres pour ne plus entendre leurs objections. Il a construit des canons afin que la force physique ne puisse plus le toucher. Et Poe est encore là, vivant, calme, entouré d'alliés, plus dangereux pour son imaginaire que pour son armée. Chaque apparition de Poe rappelle à Shen que la peur ne se neutralise pas en détruisant des cibles. Elle se déplace, puis revient sous une autre forme. Le combat final ne cherche pas à faire croire que Poe devient invincible. Il garde sa manière de se battre, faite de résistance, de rebond et d'idées venues du mouvement. Mais il ajoute quelque chose que le film avait annoncé dès les leçons de Shifu. Quand le canon tire, Poe ne répond plus par la panique. Il observe la masse du boulet, la poussée de l'eau, l'espace entre les bateaux. Il accepte l'énergie au lieu de vouloir l'écraser de face. Une séquence essentielle le montre au bord de l'eau, entouré par les tirs. Les explosions projettent des vagues, les navires tremblent, les débris tombent. Poe se tient au milieu de ce chaos et laisse son corps suivre un rythme plus lent. Il attrape le boulet, non comme une preuve de puissance pure, mais comme une force qu'il faut accompagner. Puis il utilise le mouvement de ses bras pour changer sa trajectoire. Le projectile repart vers les canons de Shen. Le geste a une portée très concrète. Aucun kung-fu traditionnel ne détruit l'arme par un coup plus fort. Poe apprend à retourner contre la flotte la puissance qu'elle croyait posséder seule. Mais le geste résonne aussi avec son parcours. Pendant tout le film, son passé arrivait sur lui comme un boulet lancé par quelqu'un d'autre. Il le subissait, il tombait, il perdait le présent. Maintenant, il ne prétend pas que le boulet n'existe pas. Il le reçoit, comprend sa direction et décide où il ira ensuite. Les tirs suivants font basculer la bataille. Chaque canon réduit la capacité de Shen à imposer sa logique. Les 5 profitent des ouvertures créées par Poe. Ils ne disparaissent pas derrière le héros. Ils récupèrent leur place dans l'action, car la victoire exige toujours leur précision et leur courage. La scène célèbre l'équipe, mais elle modifie aussi l'équilibre du premier film. Poe n'est plus seulement celui qui surprend les maîtres par un talent improbable. Il est celui qui a trouvé une réponse que les autres n'avaient pas encore vue, parce qu'il a dû apprendre à rester calme devant ce qui l'effrayait. Shen refuse de reconnaître cette défaite en train de se produire. Il pourrait fuir, abandonner le bateau,
recommencer ailleurs. La devineresse l'avait prévenu qu'il pouvait choisir une autre route. Po lui donne même un instant où l'affrontement pourrait s'arrêter. Shen ne le saisit pas. Pour lui, céder revient à se dissoudre. Il préfère s'accrocher à son canon, à son navire et à son idée de lui-même, plutôt que d'admettre que son destin n'a jamais été écrit par la prophétie seule. Le dernier canon est alors endommagé, mais Shen tente encore de le faire fonctionner. La machine qu'il a construite pour dépasser les maîtres devient son propre piège. Sous l'effet du combat, l'arme se détache et s'effondre. Shen reste près d'elle jusqu'au bout. Sa mort n'est pas causée par une vengeance directe de Po. Elle est la conclusion matérielle de son refus. Il a passé des années à vouloir imposer un futur unique. Quand ce futur se brise, il ne sait plus vivre en dehors de lui. Après le fracas, le film laisse enfin entrer le silence. Gongmen est libéré, les habitants reviennent dans les rues et l'équipe retrouve une forme de légèreté. Cette détente compte. Le récit ne termine pas sur le corps de Shen ni sur une image de triomphe absolu. Il revient vers les vivants, vers les liens qui ont traversé la crise, et vers Po, qui peut maintenant parler de son histoire sans être coupé en deux par elle. Il retrouve Monsieur Ping. Cette scène est courte, mais elle achève le vrai arc émotionnel. Po lui explique qu'il sait désormais qu'il a eu des parents pandas. Monsieur Ping répond avec une inquiétude presque enfantine. Est-ce qu'il va perdre son fils? Po peut enfin répondre sans hésiter. Connaître son origine ne retire rien à ce qu'il a reçu. Monsieur Ping reste son père. La phrase n'efface pas la séparation initiale. Elle donne plutôt à Po le droit d'aimer ces deux histoires sans devoir choisir laquelle est la vraie. Cette conclusion évite une facilité fréquente. Le film aurait pu révéler que la famille biologique de Po est disparue, puis faire de Monsieur Ping son unique réponse. Il aurait pu aussi retrouver immédiatement les pandas et laisser le père adoptif sur le bord du chemin. Il préfère une position plus généreuse. Po est un panda. Il a une origine qui mérite d'être reconnue. Et il est le fils de Monsieur Ping, parce que des années de présence ne deviennent pas moins réelles quand une vérité ancienne apparaît. La dernière scène ouvre une porte vers la suite sans affaiblir la fin de ce récit. Dans un village caché, le père biologique de Po sent que son fils est vivant. La découverte ne répare rien immédiatement. Les pandas ne se retrouvent pas dans un élan artificiel. Mais elle confirme que l'histoire de Po ne s'arrêtait pas avec la caisse de radis. Il existe un autre foyer, d'autres survivants, et une question qui peut être reprise plus tard. Pour Kung Fu Panda 2, l'essentiel est déjà réglé. Po n'a plus besoin d'attendre cette rencontre pour savoir qui il est. Le titre de guerrier dragon change donc de poids. Dans le premier film, il représentait le rêve de Po et la surprise de ceux qui ne voyaient pas en lui un maître possible. Ici, il devient une responsabilité plus intérieure. Po ne triomphe pas parce qu'il est choisi par une prophétie. Shen croit à ce type de destin, et cette croyance le détruit. Po gagne parce qu'il accepte un passé douloureux sans lui livrer son avenir. Shen est la figure opposée de ce chemin. Il entend une prédiction et cherche à la tuer. Il pense que la violence lui rendra le contrôle. Mais chaque décision prise par peur rapproche la situation qu'il voulait empêcher. Le massacre épargne Po, l'exil lui donne le temps de construire son arme, l'arme provoque la résistance des maîtres, et son obstination laisse Po trouver une réponse. La prophétie n'a pas besoin d'être une magie toute puissante pour fonctionner dans le récit. Elle devient vraie parce que Shen organise lui-même le monde qui la rendra vraie. Le film ne propose pas pour autant une morale figée selon laquelle il suffirait d'être calme pour résoudre n'importe quelle tragédie. Po ne guérit pas une perte par une respiration. Il reçoit l'aide de Monsieur Ping, de la devineresse, de Shifu et des 5. Il agit dans une situation où des alliés se battent aussi. La paix intérieure ne remplace ni l'amour, ni l'action, ni le risque. Elle empêche simplement la douleur de diriger chaque choix à sa place. Cette nuance rend l'animation particulièrement efficace. La comédie de Po n'est jamais totalement séparée du drame. Ses maladresses, sa faim et son enthousiasme donnent de la chaleur à un récit qui parle pourtant d'exil, de disparition et de violence politique. Inversement, les moments sombres ne demandent pas que Po devienne un autre personnage. Il avance en gardant son humour, mais il apprend quand s'en servir et quand s'arrêter pour écouter ce qui lui arrive. Cette continuité est l'un des défis d'une suite. Kung Fu Panda 2 doit garder ce que le public reconnaît immédiatement. Po, les 5, Shifu, Monsieur Ping, les combats qui reposent sur des styles opposés et une énergie de comédie physique. Mais il doit aussi donner une raison de repartir après la victoire du premier film. Le choix du récit est de déplacer la question. Po a déjà prouvé qu'il mérite d'être le guerrier dragon. Il n'est plus intéressant de refaire l'histoire d'un outsider qui cherche une place. La suite lui demande ce qu'il fait lorsqu'il a obtenu cette place, mais qu'une partie de son identité reste sans réponse. Ce déplacement touche aussi Shifu. Dans le premier volet, il devait reconnaître que l'élève qu'il n'avait pas choisi pouvait devenir le héros nécessaire. Ici, il devient davantage une présence qui a appris à ne pas tout contrôler. Il ne suit pas l'équipe jusqu'au port pour sauver Po à sa place.
Il donne une direction, partage ce qu'il sait de Shen et fait confiance à ses élèves pour traverser une menace qui dépasse sa propre expérience. Son retrait n'est pas un oubli du personnage. Il montre que l'apprentissage du maître a produit une autonomie réelle chez ceux qu'il forme. Les 5 sont eux aussi traités avec économie. Le film ne leur donne pas à tous une intrigue personnelle développée, parce que le cœur du récit reste Po. Mais leur manière d'agir dessine ce qu'ils représentent dans la vie du héros. Ils ne sont plus une image distante qui l'idolâtre, ils sont ses pairs. Cette différence se lit dans leur impatience lorsqu'il échoue, dans leur inquiétude quand ils souffrent, et dans la façon dont ils reviennent toujours à l'objectif commun. Une équipe crédible ne passe pas son temps à se rassurer. Elle peut se dire que l'un de ses membres n'est pas prêt, puis continuer à lui laisser une chance de revenir. Tigresse occupe une place particulière dans cet équilibre. Sa relation avec Po n'est pas transformée en romance pour créer un raccourci émotionnel. Elle repose sur un respect acquis dans l'action. Elle voit la part enfantine de Po, parfois avec lassitude, mais elle voit aussi la discipline singulière qu'il a su construire. En retour, Po admire chez elle une fermeté qu'il ne cherche plus à imiter. Leur tension à Gongmen a donc un poids précis. Tigresse ne peut pas sauver Po de son passé, mais son exigence l'empêche de croire qu'il peut le repousser indéfiniment. Shen apporte une couleur différente aux antagonistes de la série. Sa silhouette est élégante, ses mouvements sont rapides, ses plumes deviennent des lames, et son goût pour l'entrée théâtrale donne à chaque apparition une tension particulière. Pourtant, cette élégance ne le rend jamais séduisant au sens moral. Plus il contrôle son apparence, plus on sent qu'il refuse le moindre désordre intérieur. Il parle de destin pour ne pas parler de responsabilité. Il parle de grandeur pour ne pas nommer le massacre qui a rendu son retour possible. Son lien avec la poudre rend cette contradiction visuelle. Le feu d'artifice est normalement tourné vers le ciel. Il rassemble le regard, il dure quelques secondes, il s'efface. Shen l'enferme dans le métal et le pointe vers les autres. Il prend quelque chose de festif et le rend définitif. Ce changement donne au canon une importance plus forte qu'une arme imaginaire ordinaire. Il concentre le sujet du film. Un pouvoir peut partir d'un talent, d'un goût ou d'une invention, puis devenir destructeur dès qu'il n'accepte plus aucune limite humaine. La prophétie fonctionne de la même manière. Elle pourrait être un élément de fantaisie parmi d'autres, une règle qui assure que Po gagnera parce qu'il est prédestiné. Mais le film la traite davantage comme un révélateur de caractère. Shen aurait pu entendre l'annonce et décider de ne pas devenir le tyran qu'elle décrit. Il choisit l'inverse, puis interprète chaque conséquence comme une confirmation que le monde est contre lui. Po pourrait lui aussi se définir par une histoire entendue après coup. Enfant survivant, héros annoncé, seul panda connu de la vallée. Il refuse finalement de laisser ses noms remplacer ses choix. L'animation permet au récit de tenir ensemble ses échelles. Les mouvements de Po sont larges, lourds et élastiques. Ceux de Tigresse sont tendus et concentrés. Shen traverse les espaces avec une légèreté presque coupante, tandis que les loups donnent aux scènes de foule une présence plus brute. Ces contrastes ne sont pas seulement décoratifs. Ils aident à comprendre qui prend le contrôle d'un lieu, qui l'a perdu, et pourquoi un plan qui fonctionne avec un personnage serait impossible avec un autre. Les décors accompagnent le même mouvement. La vallée de la paix est liée au foyer, à la nourriture et à l'apprentissage. Gongmen est plus vertical, plus dense, plus marqué par l'autorité de son palais et par l'arrivée des canons. Le port, enfin, enlève au personnage la stabilité du sol. Les bateaux bougent, les cordes se croisent, l'eau reflète la lumière des explosions. En déplaçant l'action vers cet espace, le film oblige la stratégie à devenir mobile. Po ne peut plus compter sur une position fixe. Il doit apprendre à lire le mouvement. Cette géographie rend l'idée de paix intérieure moins abstraite. Elle ne survient pas dans une salle paisible et n'y reste pas. Elle doit fonctionner dans l'eau, sous le bruit, au milieu d'une ville menacée. Po peut s'arrêter intérieurement alors que tout accélère dehors. La scène n'affirme pas que l'émotion cesse. Elle montre qu'un personnage peut choisir une réponse différente, même lorsque le monde n'offre aucune sécurité. Le film gagne aussi à être regardé comme une histoire de transmission. Shen hérite d'un royaume, mais le traite comme un objet qu'il doit posséder. Monsieur Ping transmet une recette et une affection, sans imposer à Po de devenir son double. Shifu transmet un art, puis accepte qu'il ne ressemble pas chez Po à ce qu'il était chez Tai Lung ou Tigresse. La mère de Po transmet enfin une possibilité de vie au prix d'une séparation. Ces héritages n'ont pas la même valeur, parce qu'ils n'obéissent pas à la même logique. Certains veulent reproduire un pouvoir, d'autres donnent à quelqu'un la possibilité de devenir lui-même. En ce sens, la victoire de Po au port n'est pas seulement celle d'un héros qui a trouvé le bon geste contre le bon canon. Il rend impossible l'avenir que Shen voulait transmettre au pays. La flotte devait emporter une nouvelle règle. Ceux qui possèdent la poudre commandent, les maîtres se taisent, les villes cèdent avant même de résister. En détruisant les navires, Po ne restaure pas un passé parfait.
Il protège l'existence même d'un avenir où des relations, des arts et des choix pourront continuer à ne pas être décidés par la peur d'un seul homme. La construction du récit mérite aussi d'être suivie dans son ordre. Le début ne cache pas que Shen existe, ni que les pandas sont liés à son passé. Il choisit plutôt de laisser Po ignorer ce que le spectateur commence à soupçonner. Cette avance crée une tension particulière. Quand Shifu raconte la prophétie, on comprend qu'elle peut concerner Po avant même qu'il soit capable de relier les fragments. Lorsque Shen le reconnaît à Gongmen, la révélation n'est donc pas un effet de surprise gratuit. Elle donne un nom et une responsabilité à un malaise déjà installé par le premier souvenir. Ce procédé évite que l'origine de Po devienne une énigme détachée de l'action. Chaque nouvelle information produit une conséquence immédiate. Le masque du loup le déconcentre. Le récit de Shifu rend la mission plus intime. La rencontre avec Shen l'empêche de garder ses souvenirs à distance. La blessure de Tigresse rend son blocage coûteux pour les autres. La réponse de Monsieur Ping lui permet de reprendre sa place. Le film ne réserve pas toute la valeur émotionnelle pour une dernière confession. Il la distribue le long d'une chaîne où le passé devient progressivement impossible à ignorer. La manière dont Po se trompe mérite elle aussi de la précision. Il ne pense pas explicitement que sa mère ne l'aimait pas. Il ne possède même pas assez de souvenirs pour formuler cette accusation. Mais son corps agit comme si l'image de séparation suffisait à annoncer un rejet. C'est pourquoi la réponse ne peut pas être seulement intellectuelle. Dire à Po que sa mère l'aimait aurait peu d'effet tant qu'il ne revisite pas lui-même la scène et ne voit pas la décision entière. La mémoire devient apaisante au moment où elle acquiert un contexte, pas au moment où quelqu'un lui impose un slogan. Shen commet l'erreur inverse. Il possède le contexte, mais il le tord à son avantage. Il sait que ses parents l'ont exilé après le massacre. Il sait ce qu'il a ordonné au loup. Il connaît la prédiction. Pourtant, il raconte son passé comme s'il était la victime principale de l'histoire. Cette réécriture lui permet de continuer à voir la violence comme une réponse défensive. Là où Po a besoin d'ajouter des faits pour sortir de sa peur, Shen retire les faits qui pourraient l'obliger à changer. L'opposition entre les deux personnages ne les rend pas symétriques sur le plan moral. Po est un enfant qui a subi une attaque. Shen est celui qui l'a déclenchée. Le film ne suggère jamais que leurs blessures se valent. Il compare plutôt leurs réponses aux récits qu'ils se font d'eux-mêmes. L'un accepte de voir une douleur sans la transformer en permis de nuire. L'autre transforme la moindre limite en preuve qu'il doit détruire davantage. Cette distinction donne au conflit une force simple, accessible, sans l'aplatir en une morale où chacun serait responsable de tout ce qui lui arrive. Le rythme de l'aventure participe à cette clarté. Les combats arrivent au moment où une décision doit être testée. L'attaque du village montre que Po peut déjà se battre, mais que son esprit n'est pas libre. La mort de Rhino prouve que le danger ne sera pas résolu par l'ancien ordre. La prison et l'évasion montrent que la coopération résiste encore, mais ne répond pas à l'arme. L'affrontement de Tigresse fait sentir le prix de l'initiative solitaire. Puis le trajet de Po vers Monsieur Ping ralentit la machine assez longtemps pour que la révélation puisse réellement changer ce qui suit. Cette alternance donne à la violence une fonction narrative. Les canons ne tirent pas seulement pour augmenter le volume sonore. Chaque tir retire une option au héros. Rhino ne peut plus protéger la ville. Tigresse ne peut plus arrêter Shen seul. Les bateaux deviennent plus dangereux quand ils commencent à avancer. À la fin, Po ne détruit pas un canon pour produire une image spectaculaire isolée. Il restaure une possibilité d'action pour tout le groupe. Le spectacle et la causalité restent liés. Le rapport entre Shen et les loups fonctionne selon le même principe. Les loups ne sont pas développés comme des personnages complexes, mais leur présence matérialise la façon dont Shen opère. Ils arrivent dans les villages, récupèrent le métal, gardent les prisonniers, surveillent les rues et suivent les ordres. Il donne à son ambition une force collective. Shen aime se présenter comme un être exceptionnel, seul contre un destin qui voudrait le renverser. En pratique, il dépend d'une machine de contraintes très ordinaire, des subalternes armés, des règles imposées, des gens tenus dans la peur. Cette vérité rend le port plus satisfaisant. Lorsque les canons sont retournés contre la flotte, le pouvoir de Shen ne s'effondre pas parce que Po lui assène une phrase meilleure. Il perd les outils matériels qui rendaient sa domination possible. L'image reste adaptée à un récit d'animation, mais elle garde une logique politique nette. Un tyran qui se croit intouchable peut sembler immense tant que personne ne touche aux structures qui le portent. Dès que ces structures cèdent, son isolement devient visible. La devineresse est la seule personne qui parle à Shen sans avoir peur de sa réaction. Elle ne le combat pas et ne cherche pas à l'humilier. Elle lui dit simplement à plusieurs moments qu'il peut choisir une autre fin. Cette position pourrait sembler trop douce face à ce qu'il a fait. Elle sert en réalité à rendre son dernier refus impossible à attribuer à une absence d'alternative. Shen a reçu des avertissements. Il a vu Po vivant.
Il a perdu ses canons. Jusqu'à la dernière seconde, il préfère conserver son récit de grandeur plutôt que vivre après son échec. Po a la possibilité inverse. Il pourrait mettre fin à Shen par pure colère, au nom des pandas et de sa mère. Une telle réaction serait compréhensible, mais elle l'enfermerait dans le même horizon que son adversaire, où le passé appelle automatiquement une nouvelle destruction. Le film lui laisse donc une autre position. Il se bat avec tout ce qu'il a, protège ses amis, détruit l'arme, puis laisse Shen face à son propre choix. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le refus de laisser Shen décider de la forme de sa victoire. Cette retenue donne un poids particulier au retour de Po auprès de Monsieur Ping. Le grand combat a lieu au port, mais la résolution affective tient dans une conversation plus calme. Monsieur Ping n'a pas vaincu de loup. Il n'a pas construit de stratégie. Il a fait ce qu'un parent peut faire quand il n'a pas toutes les réponses, dire la vérité sur ses limites et rester présent. Le film accorde à cette présence une importance comparable aux exploits de Kung Fu. Cela ne diminue pas l'aventure. Cela rappelle pourquoi l'aventure a un prix pour Po. La scène finale avec le père Panda prolonge délicatement cette idée. Son visage n'annule pas Monsieur Ping, pas plus que Monsieur Ping n'annule ce père absent. Le récit choisit de laisser cette coexistence ouverte. Le spectateur peut ressentir la joie de savoir que des pandas ont survécu, tout en comprenant que Po n'est pas encore prêt à posséder toutes les réponses. Une suite est annoncée, mais le deuxième film a déjà construit sa propre arrivée. Être entier ne signifie pas avoir complété chaque morceau de son histoire. Ce choix de fin explique pourquoi Kung Fu Panda 2 peut être à la fois une suite d'actions et un récit de passage à l'âge adulte. Po ne quitte pas son enfance parce qu'il arrête d'être drôle ou parce qu'il adopte une voix grave. Il grandit lorsqu'il accepte qu'une question importante n'aura pas de réponse complète tout de suite. Il peut vivre avec l'incertitude sans la remplir d'une accusation contre lui-même ou contre Monsieur Ping. Cette maturité est moins spectaculaire qu'un nouveau titre, mais elle rend crédible la manière dont il agit ensuite. Le film reste attentif à la manière dont cette maturité apparaît dans les gestes. Au début, Po répond à une alerte en se jetant dans le mouvement. Dans la ville, son mouvement se coupe dès que le souvenir revient. Au port, il recommence à bouger, mais ce mouvement est précédé d'un arrêt. Il regarde, il respire, puis il agit. Cette progression physique évite à la paix intérieure de rester une idée placée au-dessus du récit. La transformation est visible dans la façon dont il reçoit un boulet, dans la façon dont il écoute Monsieur Ping et dans la manière dont il ne se laisse plus provoquer par Shen. Le canon devient ainsi le meilleur test de l'apprentissage. Shen croit que l'arme rend inutile tout ce que les maîtres savent faire. À première vue, il a raison. La puissance du tir dépasse l'affrontement à main nue et brise la confiance de combattants expérimentés. Po ne réfute pas ce constat en prétendant que le kung-fu est plus puissant que la poudre. Il change la question. Face à une force qu'il ne peut pas annuler, il cherche comment ne pas lui donner le pouvoir de définir toute la scène. Cette réponse est tactique, mais elle correspond exactement à ce qu'il vient de comprendre sur son propre passé. Ce parallélisme donne au final une cohérence rare. Le film ne raconte pas d'un côté une enquête sur les origines, puis de l'autre une guerre contre des canons, avant de raccorder les deux par une phrase morale. La blessure de Po modifie réellement la bataille, puisqu'elle l'empêche d'être présent. Sa résolution modifie réellement la bataille, puisqu'elle lui permet de voir la réponse au tir. Le récit émotionnel et l'intrigue d'action se paient au même moment. L'humour garde un rôle précieux dans cette construction. Les blagues de Po ne servent pas seulement à alléger les scènes sombres. Elles rappellent son rapport très concret au monde. Il pense par association. Il remarque des détails que les autres jugent secondaires. Il ne respecte pas toujours la manière officielle d'entrer dans une pièce ou de résoudre un problème. Cette façon d'être a parfois besoin d'être disciplinée, mais elle explique aussi son inventivité. Le film ne lui demande jamais de devenir tigresse pour être digne du rôle de héros. Il lui demande de devenir plus lucide en restant Po. La présence de Monsieur Ping protège cette idée. Son restaurant, sa soupe et son inquiétude pourraient n'être que des sources de comédie. Il donne au contraire au récit un centre domestique. Po lutte pour une ville et pour un pays, mais le film rappelle qu'il revient aussi vers une personne qui l'attend, qui s'inquiète et qui lui transmet quelque chose de simple. Quand il défend la possibilité de vivre sans la tyrannie de Shen, il défend indirectement ces vies ordinaires qui n'ont pas besoin d'être héroïques pour compter. À l'inverse, Shen ne semble vouloir défendre aucune vie ordinaire. Même son royaume est réduit à une scène sur laquelle il veut prouver qu'il avait raison. Il n'envisage pas Gongmen comme un lieu habité, avec des familles, des artisans, des fêtes et des souvenirs. Il l'envisage comme une machine destinée à confirmer son importance. C'est pourquoi son langage de pouvoir paraît si vide lorsque les canons tombent. Il n'a rien construit qui puisse lui survivre autrement que par la peur. La conclusion choisit donc une victoire qui ne consiste pas à donner à Po tous les éléments manquants.
Il gagne le droit de continuer à chercher sans faire de la recherche une condition de son bonheur. Il gagne aussi le droit de rester le fils de Monsieur Ping sans que ce lien doive être justifié par la biologie. Cette double reconnaissance est la réponse la plus durable au calcul de Shen. Là où Shen veut un monde d'identité imposé par la violence, Po accepte une identité faite de pertes, de choix, de rencontres et de fidélité. Vu de cette manière, le dernier plan ne promet pas seulement une prochaine aventure. Il laisse le spectateur avec une idée déjà accomplie. Quelqu'un peut venir d'un endroit qu'il ne connaît pas, porter une mémoire fragmentaire, puis trouver malgré tout une manière d'avancer sans renier ce qu'il a formé. Po n'obtient pas la paix parce que tout devient clair. Il l'obtient parce qu'il cesse d'exiger que toute douleur disparaisse avant de vivre pleinement. Cette cohérence explique aussi la place de la devineresse dans le dernier mouvement. Elle ne remet pas à Po une formule qui le rendrait supérieur à Shen. Elle lui rend la possibilité de regarder. C'est une aide modeste en apparence, mais elle transforme ce qui suit. Po peut prendre le temps d'une respiration au milieu de l'urgence, puis retourner vers ses amis sans se raconter qu'il est réparé pour toujours. Il est seulement assez présent pour faire son choix. Le film protège cette simplicité en ne multipliant pas les révélations. Shen reste responsable de ses actes. Monsieur Ping reste le père de Po. La mère panda reste un souvenir d'amour et de perte. Les 5 restent les alliés qui permettent à Po de ne pas porter seul la bataille. Chaque élément reçoit une fonction claire. Cette clarté laisse la place aux émotions, parce que le spectateur sait toujours ce qui est en jeu quand les canons approchent du port. Au fond, la victoire n'appartient pas à une arme plus grande ni à une prophétie accomplie. Elle vient d'un personnage qui refuse de laisser le pire moment de son histoire définir tous les autres. C'est ce refus calme, porté ensuite par tout un groupe, qui fait tomber le monde que Shen croyait avoir verrouillé. À ce titre, la dernière bataille conserve une émotion très simple. Po ne protège pas seulement une ville abstraite, il protège la possibilité de rentrer auprès des siens, de continuer à apprendre, de rire avec ses amis et de chercher un jour les traces de sa première famille. Shen ne peut pas comprendre cette motivation parce qu'il a sacrifié tous ses liens à son désir de contrôle. Po gagne justement parce qu'il accepte d'être relié aux autres. Cette fidélité donne au calme de Po sa vraie force durable. Jennifer Hugh Nelson réalise ce deuxième film de la saga en donnant au combat une ampleur plus militaire que dans le premier volet, sans abandonner la souplesse des personnages. Le scénario de Jonathan Aibel et Glenn Berger fait de L'Arme de Shen un enjeu dramatique très lisible. Elle n'est pas un objet mystérieux destiné à produire un retournement tardif. Elle force les héros à reconnaître que leurs réflexes habituels ont une limite. La musique de Hans Zimmer et John Powell accompagne ce mouvement, capable de soutenir l'élan de l'aventure, puis de laisser de l'espace aux scènes entre Po et sa famille. Dans la version originale, Jack Black retrouve Po, Angelina Jolie prête sa voix à Tigress, Dustin Hoffman à Shifu, Gary Oldman à Shen et James Hong à Monsieur Ping. Leur dynamique aide le film à ne jamais réduire les personnages à des rôles symboliques. Shen peut être élégant, drôle par cruauté et inquiétant sans que le récit l'excuse. Monsieur Ping peut être comique, possessif par peur et profondément juste dans son amour. Tigress peut être la plus disciplinée du groupe sans devenir une simple machine de combat. Sorti en 2011 par DreamWorks Animation, Kung Fu Panda 2 a prolongé une aventure très populaire tout en prenant un risque inhabituel pour une suite familiale. Déplacer le cœur du récit vers une question d'origine et de mémoire. Cette orientation explique pourquoi la bataille du port ne repose pas seulement sur la taille des explosions. Chaque tir ramène Po à l'épreuve qu'il vient de traverser. Chaque canon détruit enlève un peu de pouvoir à la peur qui dirige Shen. Au terme du film, ce qui reste n'est pas la réponse à toutes les questions. Po ignore encore où vivent les pandas qui ont survécu. Il ne sait pas ce que sa mère a pu devenir après l'avoir cachée. La suite n'est pas fermée. Mais la question qui comptait pour cette histoire reçoit bien une réponse. Po ne demande plus à son passé la permission d'exister. Il peut le regarder, le nommer et avancer avec lui. Et c'est peut-être la victoire la plus nette de Kung Fu Panda 2. Shen voulait une Chine sans opposition. Po trouve une paix qui ne supprime ni les souvenirs, ni les contradictions. L'un cherche à vaincre ce qu'il ne peut pas contrôler, l'autre apprend à ne plus fuir ce qui le compose. Quand le calme revient sur Gongmen, le guerrier dragon n'est pas devenu quelqu'un de différent. Il est enfin devenu entier.